Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Journée de lancement du transit électronique a été organisée ce matin par la Direction générale des douanes. L'Union des scolaires nigériens USN tire la sonnette d'alarme sur la situation de l'éducation au Niger à travers une déclaration de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Labari. Les militants et militantes du Modenfa Lumana de la coordination départementale de Walam ont rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, ils ont annoncé leur départ de Moden Lumana et leur adhésion au Parti nigérien pour le développement et le socialisme PNDS Taria. La teneur de cette déclaration avec Abdou Adamou, militant de la coordination Lumana de Walam. Déclaration des militantes et militants Moden FA Lumana du département de Walam. Il vous souviendra que depuis le deuxième tour des élections présidentielles, le parti Lumana a en toute responsabilité et engagement soutenu le PNDS Taria dans sa conquête du pouvoir. C'est ainsi que le président du PNDS Taria, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a été élu président de la République. Cet engagement, notre parti l'a assuré en toute responsabilité, ce qui d'ailleurs l'a amené à adhérer davantage à la création de la MRN, Mouvement pour la Renaissance du Niger, pour accompagner le PNDS Taria dans le combat pour l'édification de Niger uni et prospère. Aussi, comme vous le savez, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, a toujours cherché à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre pays pour un sursaut national d'un développement endogène à travers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Cette idée a été proposée en son temps par le président de l'Assemblée, président du Moden FA Lumana, lors de son discours de clôture d'une des sessions de notre auguste Assemblée. C'est pour dire que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale a été acceptée par l'ensemble de la classe politique de notre pays. C'est pour dire que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale a été acceptée par l'ensemble de la classe politique de notre pays. Ainsi, juste après la mise en place du deuxième gouvernement de la 7e République, consacrant le gouvernement d'union nationale, les militants du Moden FA Lumana de Walam ont constaté que notre parti désapprouve cette option. C'est pourquoi, après une large concertation de l'ensemble des structures de base autour de son coordinateur, Al-Haji Zak Jibbo Dizaki, vu le respect scrupuleux de l'engagement de son Excellence Issoufou Mahamadou d'unir toutes les filles et fils de notre pays pour le développement socio-économique, vu la précipitation avec laquelle notre parti a pris la décision unilatérale de quitter l'alliance de la majorité au pouvoir, vu les multiples programmes et projets de développement socio-économique dont on peut citer entre autres le barrage de Kandaji, la boucle ferroviaire du Liptako, le projet de la cimenterie de Salakadamna, la construction des routes, le projet Niamey-Niala
etc. Vu la place de choix qu'occupe aujourd'hui notre pays et qui fait de lui un pays émergent, nous, militants du modèle FA Lumana de Walam, décidons de quitter définitivement le parti modèle FA Lumana pour adhérer à compter de ce jour au parti PNDS Taraya. Apportons notre soutien ferme à son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans son combat de tous les jours pour la consolidation de la paix dans notre pays. Soutenons le gouvernement de large ouverture sous la conduite de son Excellence Brigitte Raffini, homme de grande sagesse et de vision éclairée. Vive le PNDS Taraya, vive le Niger, je vous remercie. Nous reviendrons plus en détail sur le meeting organisé cet après-midi par la coordination de Walam dans nos éditions de demain. Le secteur de l'éducation est perturbé ces derniers jours. Les scolaires sont en mouvement pour amener les autorités à prendre en compte leurs revendications. Ce matin, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a animé un point de presse pour rappeler une fois de plus aux autorités le problème des scolaires. Compte rendu, Mahmoud Saleh et Ibrahim Abdou. Rien ne va plus entre les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Ce matin, à travers un point de presse, l'Union des scolaires nigériens déplore le manque de tables-bancs dans plusieurs établissements du pays, auquel s'ajoute le problème de la question du master et le manque d'encadreurs. Au niveau des collèges et lycées, nous sommes en janvier. Les sections sont en grève. La semaine passée, la section lycée et collège était en grève. Actuellement, la section des maladies est en grève par rapport à la question des tables-bancs et des problèmes d'enseignants. Au niveau des universités, les problèmes qui se posent avec Akité à l'heure actuelle, c'est le problème des masters. Ce problème ne se pose pas à Ottawa parce qu'on attend jusque-là l'ouverture de ces masters après que le comité réfléchissant sur ça ayant déposé ses conclusions. À Maradi et Zender, ça ne se pose pas, mais c'est à l'université Abdou Moumouni que ça se pose avec Akité, où il y a des étudiants qui font 3 ans dans un seul niveau sans connaître leur sort, s'ils sont des redoublants, s'ils passent ou pas. Et les masters traînent à s'ouvrir dans certaines facultés. Les raisons qui sont avancées à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'encadreur suffisant pour encadrer les demandeurs. À ce niveau, nous demandons à toutes les sections de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que ces questions-là soient réglées de façon définitive. L'Union des scolaires nigériens fustige également le comportement du recteur de l'université d'Ottawa qui, unilatéralement, a exclu 7 de leurs camarades au motif qu'ils exercent la violence au sein de l'université. La veille des congés, nous avons assisté à une exclusion jamais connue dans l'histoire de l'ISN. Quand des paisibles Nigériens, des jeunes Nigériens qui sont en train d'étudier, une administration décide unilatéralement d'exclure 7 étudiants à l'université d'Ottawa. C'était la veille des congés. Nous avons estimé qu'il ne fallait pas communiquer là-dessus, il faut chercher à régler ça à l'amiable. Nous avons eu l'accord avec le ministère que ces camarades seront réhabilités pendant les congés, juste au retour des congés. Malheureusement, le recteur de l'université a fait une opposition relativement à ce consensus. Il a estimé que c'est de la violence qu'ils sont en train d'exercer sur leurs camarades. Relativement à l'exploitation de nos ressources, nous demandons à l'État du Niger de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour imposer une discipline à tous les partenaires demandeurs. Et nous demandons à la population nigérienne de se mobiliser sur cette cause commune.
Face à tous ces maux qui minent l'école nigérienne, l'Union des scolaires nigériens passe à la vitesse supérieure en demandant aux autorités de trouver très rapidement une solution à ces problèmes. Faute de quoi, un arrêt de 112 heures des activités académiques sera observé à compter du mercredi prochain. Vous suivrez en partie magazine de cette édition un dossier sur la convention minière entre l'État du Niger et Areva qui devrait être révisée, une affaire que les Nigériens suivent de près. La Direction générale des douanes a organisé ce matin une journée de lancement du transit électronique et de la présentation des réformes à mettre en œuvre en 2014. Cette journée est destinée à l'intention des opérateurs économiques et des transiteurs du Niger. Compte rendu Nafisa Zakou et Abouakar Souley. Cette journée de lancement du transit électronique et de la présentation des réformes à mettre en œuvre en 2014 vise à mieux faire connaître la vision, les missions, les valeurs fondamentales de l'administration des douanes ainsi que l'environnement dans lequel elle évolue. La douane a pour mission de contribuer au développement socio-économique et ce en facilitant le commerce légitime mais aussi en protégeant l'économie, la société et les citoyens dans un environnement dynamique et en rapide évolution. Cet environnement se caractérise notamment par l'augmentation du volume et la complexité des échanges commerciaux avec un taux d'accroissement de 8% par an du commerce depuis 2002. Une prolifération d'accords commerciaux régionaux assortis de règles d'origine préférentielle. L'apparition de nouveaux modèles et exigences commerciales avec le développement du système de distribution de produits, l'utilisation des transports multimodaux et l'exigence de protection des entreprises contre la pratique commerciale déloyale. L'augmentation des menaces contre la sécurité avec le développement des activités criminelles et illégales, la nouvelle conception de la notion des frontières, les attentes de la société pour lutter contre la contrefaçon et protéger la propriété intellectuelle et industrielle et la santé du citoyen, la nouvelle structure du commerce avec environ 50% des échanges mondiaux qui s'effectuent entre des parties liées, l'avènement des accords de partenariat et de la transition fiscale, l'exacerbation de la compétitivité économique entre les pays. Le directeur général des douanes a aussi évoqué les rôles que la douane doit accomplir en plus de ses missions traditionnelles. En tant que contributeur majeur aux recettes fiscales, la douane est tenue de percevoir les recettes de manière équitable, efficace et effective. La douane doit disposer des meilleurs moyens de recueillir les données commerciales pour répondre aux demandes de la communauté internationale et donner aux décideurs politiques les informations qui guident leurs décisions en matière de commerce. La douane doit protéger la chaîne logistique et être en mesure de faciliter davantage les mouvements des biens humanitaires acheminés par tous les moyens de transport en s'appuyant sur une meilleure gestion coordonnée avec d'autres organismes gouvernementaux. La douane doit renforcer ses capacités au fin de la modernisation. Occasion pour le ministre délégué au budget d'encourager la douane dans sa mission. Au niveau du ministère des Finances et surtout au niveau du ministère délégué du budget, vous savez, dans les attributions du ministère délégué du budget, c'est d'abord les budgets. Les budgets d'abord, c'est par exemple la douane, c'est par exemple les impôts, c'est par exemple les trésors, c'est par exemple ces régies financières-là. Et de ce point de vue, moi je suis d'accord avec toute la douane et toutes les régies fiscales afin d'apporter, dans la mesure de la possibilité qu'on a, tous les moyens matériels et même moraux pour que l'agent des douanes qui est sur les postes s'en acquitte de manière honorable et vraiment avec, par exemple, toute notre confiance et tout notre soutien. De telles journées seront régulièrement organisées dans le but de donner une meilleure visibilité aux actions que mène l'administration des douanes au quotidien.
La convention collective interprofessionnelle des médias, le processus d'adoption au Niger traîne encore. Le processus engagé depuis quelques années n'a pas connu d'avancée significative. Quelle en est la cause? Ibrahim Tikiré et Omar Moussa. Acteurs incontournables de la démocratie, les journalistes de la presse privée ne devraient pas être les parents pauvres de notre société. Mais la réalité est bien là, elle est triste. Les professionnels des médias sont très mal rémunérés, qu'ils soient diplômés ou sans parchemin. Et une convention collective était mieux indiquée pour apporter des solutions à l'état de précarité des journalistes de la presse privée. Malgré les actes posés par le régime de la transition militaire de Salou Djibo pour accélérer le processus de l'adoption de la convention collective interprofessionnelle des médias, les choses semblent ne pas bouger. Une situation qui peut être liée au mutisme coupable des organisations des médias et de nous-mêmes, communément appelés la grosse gueule. J'avoue que je n'ai jamais pu comprendre la presse nigérienne. Voilà un corps qui est bourré de problèmes et nous sommes toujours là en train de vouloir régler les problèmes des autres. Je pense qu'il est temps pour nous de faire notre cuisine interne, comme vous l'avez dit, et de pouvoir régler nous-mêmes nos problèmes. Nous avons les moyens de le faire parce que nous avons fait les preuves, nous avons réglé les problèmes de corporation, d'individualité. Et pourquoi ne pas régler nos propres problèmes? Et le problème de la presse nigérienne sera réglé quand la convention collective sera adoptée. On peut dire que aujourd'hui, ce n'est pas une priorité, si on peut le dire, pour les associations socio-professionnelles. Surtout, c'est les associations socio-professionnelles qu'il faudrait voir. Les deux parties, une autre partie, n'arrivent pas à s'acquitter. Comment ceux-là qui sont censés exécuter cette directive peuvent accéder facilement et peuvent répondre facilement à ça? Il faudrait que nous-mêmes nous regardons, que nous asseyons, que nous discutons pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque cela. Parce qu'on ne peut pas revendiquer quand on n'a pas des preuves justes et valables en main. Il faudrait que nous-mêmes nous posons la question. Il ne faut pas que l'on fasse de ça, c'est comme si non, c'est vrai, il faut le dire. Cette convention collective permettra aux exerçants de mener à bien leur vie et leur travail aussi, parce qu'il faudrait être dans les conditions minimum requises pour pouvoir faire un bon travail. Le document de la convention collective des médias est là. Les gens ont pu l'élaborer avec le maximum de prudence et avec le maximum de défense des droits des hommes des médias. Mais vous savez, toutes les luttes des revendications qui ont abouti au Niger, la presse a joué un rôle très important dans l'aboutissement de ces luttes. Et aujourd'hui qu'il s'agit de cette même presse, on est incapable de faire aboutir nos propres revendications. Ça veut dire qu'il y a problème. Soit les syndicats qui œuvrent dans le secteur sont défaillants, soit les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Excusez-moi du terme. Sinon, on ne peut pas aider les autres à arracher leurs droits. Nous ne pouvons pas faire autant pour arracher nos droits. La 7e République a donc hérité d'un processus en cours. La convention collective interprofessionnelle des médias traîne toujours dans les bureaux du ministère de la Communication qui, à ton prix, fait de son mieux. Mais tout cela ne peut être concrétisé et effectif si les journalistes s'unissent et regardent dans la même direction. Il faut que le combat vienne de nous-mêmes. Il faut qu'on soit d'abord solidaires avec nous-mêmes. Les journalistes nigériens ne sont pas solidaires les uns les autres. C'est une situation qui est déplorable et je pense qu'il faille aussi voir du côté des promoteurs. Nous ne sommes pas là pour les critiquer, c'est un patron, mais il faut qu'ils apportent leur pierre également à l'édification de la presse nigérienne. Il faudrait que nous prenions le sérieux d'abord pour nous demander, poser des questions à nous-mêmes en tant qu'acteurs des médias. Qu'est-ce qui est dévolu réellement à nous? Quelle est la mission qui nous est dévolue? Si nous arrivons à trouver ces questions et qu'ensemble nous réfléchissons pour pouvoir trouver des voies et moyens pour que nous puissions continuer ce combat-là, pour que cette presse soit réellement indépendante, il faudrait que c'est là. Donc c'est par après tout cela que quand nous avons tous ces acquis, nous arrivons à les consolider, à bien vraiment les utiliser. C'est en ce temps-là que tout le monde sortira la tête de l'eau et cette convention collective que tout le monde attend verra le jour un jour. C'est les journalistes et les syndicats qui doivent faire cette lutte, comme je l'ai dit. Il n'est pas
cautionner. Il est admissible que nous faisons la lutte pour les autres, nous ne pouvons pas faire la lutte pour nous-mêmes. Donc pour que cette convention soit appliquée définitivement, il faut que les journalistes montrent de quoi ils sont capables. Le Niger, cité en exemple comme un pays respectueux de la liberté de la presse, est en retard sur l'adoption de la Convention collective interprofessionnelle des médias. La faute aux patrons de presse, aux autorités, les responsabilités sont partagées. Mais le grand combat doit partir des organisations des médias. Une fois adoptée, la Convention va renforcer la crédibilité et les performances des professionnels des médias privés. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée au bras de fer entre l'État du Niger et Areva relativement à la renégociation de la convention minière qui lie les deux parties. Affaire Niger-Areva, c'est un dossier de la rédaction. Très bonne réception et très bonne soirée sur la Paris. Exploitation de l'uranium nigérien, que veut concrètement Areva? Le géant du nucléaire français signe et persiste qu'il ne va pas appliquer la loi minière de 2006. Areva considère que tout alourdissement de sa fiscalité au Niger compromettrait la rentabilité de ses activités. Mais le coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, plus que jamais déterminé, ne fléchit pas. Nous ne pouvons pas accepter le chantage d'Areva. La loi de 2006 doit s'appliquer, rétorque Ali Idrissa. Au Niger, un entrepreneur, une compagnie est en train de choisir sa fiscalité. Nous avons un partenaire qui a déjà choisi la base de sa fiscalité et qui soutient qu'il n'est pas question de lui appliquer la loi nigérienne. L'uranium est découvert au Niger en 1971 et exploité quelques années plus tard par la Cominaca, la compagnie minière d'Akuta dont les actions sont détenues par Areva à hauteur de 34%. Depuis le début de l'exploitation, à qui profite réellement l'uranium du Niger? C'est d'ailleurs l'intitulé d'une enquête conjointe Oxfam-Rotab. Il est évident aujourd'hui qu'il ne profite pas à l'État du Niger, il faut le dire, qu'il profite à Areva, qui est quand même le premier leader mondial du nucléaire. Areva aujourd'hui a enregistré beaucoup de commandes pour livrer des stations, notamment de 3e génération. Areva s'est positionné, entre autres, grâce à l'uranium nigérien. C'est vrai qu'Areva est en train de souffrir le chaud et le froid en parlant des gisements en Mongolie, en Centrafrique et autres. Mais ces gisements ne sont pas immédiats parce que pour les exploiter, il faut un certain nombre d'années. Il est évident qu'aujourd'hui, Areva tire son épingle du jeu et ne veut rien céder par rapport à ses intérêts. En rappel, la dernière convention qui lie l'État du Niger à Areva signée en 2003 arrivait à son terme le 31 décembre 2013, ce qui a conduit Areva à arrêter les travaux sur les installations de la Somaïr et de la Cominac le 1er janvier 2014, comme nous le précise ici un des représentants des travailleurs. Les responsables de l'entreprise nous ont appelés pour nous dire qu'ils arrêtent d'exploiter sous le prétexte qu'ils ne peuvent pas continuer à tourner les avis juridiques. Nous savons qu'il y a ce problème de la loi minière 2006, de son application dans son intégralité à partir du 1er janvier 2014. Ils nous ont donné l'information, nous sommes transportés au niveau du gouverneur qui se trouve être en visite avec le ministre des Mines. Nous l'avons saisi de la question et à son tour accablé le Premier ministre aussi qui se trouve à être aussi dans la région. Entre-temps, le gouverneur nous a appelés pour nous dire que le Premier ministre est saisi de la question et qu'il nous demande de rester à nos postes de travail et d'attendre. Ainsi, les deux parties ont engagé des discussions à Niamey en présence des responsables d'Areva. De ces discussions, rien n'est filtré, ce qui a amené Oxfam et Rotab à s'inquiéter une fois encore sur l'opacité autour de cette affaire. C'est vraiment l'opacité totale, nous on ne sait rien, c'est des rumeurs, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens disent à Niamey il y a des rumeurs qu'on a même signé le contrat, mais rien d'officiel. Vous voyez, donc il y a vraiment l'opacité autour de ces négociations, entretenues exprès, je veux dire par l'État nigérien et aussi Areva. C'est vraiment l'opacité totale. Une situation qui a très vite suscité la réaction des différentes couches sociales du pays. Pour l'acteur de la société civile nigérienne El Hadji Idi, l'Areva devrait être chassé. Pour lui, ce n'est plus une affaire entre le Niger et Areva, mais plutôt entre le Niger et la France. Ce n'est pas un problème d'Areva, c'est un problème de la France. Il faut le poser comme ça. C'est le Niger et la France. La solution, c'est entre le Niger et la France. La France a toujours utilisé les Russes
pour exploiter à sa guise les ressources minières des États qu'elle avait colonisés. C'est de bonne guerre. Son schéma classique est simple. Pression économique, pression militaire. C'est le même schéma que vous avez constaté. Sinon, le gouvernement de la République du Niger a même pris un décret pour, dit-on, combler un vide juridique que moi, je n'ai pas vu ce vide juridique. Et la récompense que l'État du Niger a eue, c'est ce qui s'est passé à Arlit. De façon sournoise, ils ont arrêté la production. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sortent l'arme de la pression économique. L'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey veut voir clair aussi sur cette affaire qu'elle qualifie de floue. La situation socio-politique nationale reste marquée par les négociations engagées entre l'État du Niger et la société Areva. Cette opportunité doit être saisie par les autorités politiques pour réaffirmer la souveraineté de notre peuple sur ses ressources naturelles. Mais l'opacité qui entoure les négociations démontre la tendance vers la compromission des intérêts de notre pays au profit de la puissance impérialiste représentée par Areva. Nous lançons un appel à ces autorités pour qu'elles se libèrent de leur chaîne afin de gagner la confiance du peuple nigérien qui n'a bénéficié que de la poussière et des maladies depuis plus de 40 ans d'exploitation de ces jugements. Les citoyens également ne cachent pas leur mécontentement en demandant aux autorités à ne pas céder devant cette menace d'Areva. Le gouvernement doit tout faire, doit mettre tout en œuvre pour que le code minier 2006 soit appliqué pour que le Niger en bénéficie. Parce que si eux ils refusent, c'est parce qu'ils gagnent quelque chose. Donc nous, c'est notre richesse. Et c'est sur ça seulement que le Niger compte. Vraiment, le gouvernement nigérien ne doit pas céder. Parce que c'est un chantage, c'est du bluff qu'ils sont en train de faire. Maintenant aussi que le Niger va profiter de son propre uranium, ils vont changer de technique. Ce petit refus-là, c'est pour reculer, pour mieux sauter. C'est des contrats qui nous lient avec la France. Moi, je vais directement à Boum. C'est des contrats qui nous lient avec la France. Et la France nous a beaucoup fait. Mais du point de vue donnant, il faut que la France prenne ses responsabilités vis-à-vis du peuple nigérien. Areva nous fait une sorte de chantage. Et ça, c'est pas honorable pour un pays comme la France. Je me pose la question, si on ne pouvait pas amener notre propre produit, vendre nous-mêmes, il faut que toujours la France nous impose. Alors, que deviendrait de ces pays alors? Voyez-vous que moi je pense que la seule solution, c'est que le pays en question, toute la population doit se décider à un seul point. Le bras de fer entre le Niger et Areva est donc loin d'être réglé à l'amiable, ce qui a poussé une vingtaine d'organisations de la société civile nigérienne, tous bords confondus, à faire un bloc pour défendre les intérêts du pays. Ces organisations vont plus loin en exigeant la publication dans les délais les plus brefs de l'audit de l'exploitation de l'uranium au Niger, la mise sur le marché du périmètre de la Cominac et de la Somaïr, le retrait pur et simple du permis d'Imouraren et son reversement au patrimoine national. Nous réaffirmons notre ferme attachement à la Constitution du 25 novembre 2010, notamment en ses articles 147, 148, 149, 150, 151, 153 et enfin 152. Et renouvelons notre ferme détermination inébranlable à lutter pour que les ressources naturelles et du sous-sol profitent réellement au Niger et à son peuple. Des organisations de la société civile qui condamnent le silence des autorités en charge du secteur minier, dont la complicité avec Areva ne fait plus l'ombre d'un doute selon elles, projettent d'organiser des manifestations sur l'ensemble du pays pour une fois encore dire non à Areva.